du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Bonjour, le Mali depuis quelques temps et quelques heures se voit désormais donc déguerpir sur son territoire les troupes de la force onusienne, la mission de stabilisation des Nations Unies de ce côté. MINUSMA a donc vu d'une part les forces britanniques qui avaient annoncé de quitter les rangs. 850 hommes appartenant donc aux troupes ivoiriennes également ont été annoncés de quitter, ainsi que la France. Que comprendre donc derrière ce retrait des troupes de la MINUSMA d'une façon aussi opaque est, justement à cause notamment du fait que le Mali lui-même n'en voulait plus de cette mission, à cause notamment de ce qui pouvait avoir comme dérive derrière, non dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui sévit dans le Sahel et qui a donc embourbé le Mali il y a quelque temps, avant notamment la réaction des non à joindre le cap avec nos amis burkinabés, puisqu'en ce jour est donc lancé Burkina Rempart, une coalition donc avec les forces de l'ordre de sécurité ainsi que les membres du gouvernement pour l'action contre le terrorisme. On se souvient qu'il y a quelques jours, notamment cette semaine, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé aux forces vives de la nation, composées de la classe politique et de la société civile, afin de mettre chacun face à ses responsabilités, suite donc à la montée du terrorisme qui se vit dans le pays. L'armée est politisée, souligne-t-il, et si bien sûr rien n'est fait et que les informations ne circulent pas, il est clair qu'il sera très difficile de pouvoir emprunter le chemin entre les deux grandes villes du pays, Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Nous tenterons bien sûr, comme on l'a dit, au cours de cette émission, mais en premier lieu, nous allons d'abord mettre un accent sur l'aspect sécuritaire du côté du Mali avec le retrait des troupes de la MINUSMA. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Annoncé de prendre part également à ce rendez-vous Moussa Zandiara du Mali. Pour le moment, qu'on est en retard suite à certaines urgences. J'espère qu'il sera avec nous, sinon nous ferons certainement peut-être sans lui. Mais nous sommes avec vous, DP Kodopie Claver, directeur de publication aux Nouveau Magazine, mais également aussi Africa First Close News. Et puis vous êtes le président de l'AP2A. APH, Organisation de société civile russo-camerounaise, et il se tient justement dans une conférence sur la coopération entre la Russie et le Cameroun, et vous sortiez de là à l'instant. Bonjour. Laurent, bonjour aux téléspectateurs et téléauditeurs de For You Média Africa. Effectivement, je suis allé prendre le pouls de cette conférence des consultants itinérants qui opère dans le cadre de la promotion des échanges scolaires, disons, académiques et d'affaires avec la Russie. Une conférence qui se tient du côté de Makepe, German Center à Makepe. Je suis allé prendre la tâche avec les organisateurs, puisque vous savez que moi également je suis impliqué dans ce secteur depuis fort longtemps. Je crois que c'est une bonne opportunité pour les étudiants camerounais de découvrir l'offre académique de quelques universités russes, et pourquoi pas pour les opérateurs économiques aussi d'aller également voir qu'est-ce que officiellement la Russie propose, les investisseurs russes ou alors les entreprises russes proposent pour le moment au Cameroun. On espère que la proposition sera certainement meilleure. Du moins, il se dit d'abord qu'ils sont des grandes écoles pour avoir eu notamment un voisin, quand j'étais à Yaoundé, qui avait passé assez de temps de ce côté, qui prédisait à peu près comment c'était l'atmosphère du côté de la Russie. Mais revenons donc au sujet, ce qui concerne notamment le retrait des troupes de la MINUSMA du côté du Mali. Quelque chose qui était attendu, ou bien c'est surprenant dans la mesure où beaucoup plus le dernier retrait, notamment celui de la France, avec tout ce qui concerne de partir avec tout, qui semble poser un problème un peu, parce que ça se dit un peu d'une part dans la manière, mais c'était quand même attendu, parce que lorsqu'il y a eu le mouvement Hiro Holo de le rempart,
L'objectif était de demander notamment l'aménagement de parti. Oui, je pense que c'était prévisible là, les Français l'ont si bien compris et ont préféré changer de stratégie en libérant, en se désengageant sous le nom de Barkhane du côté du Mali, mais ce qui ne signifie pas que la France est absente. Mais la France, on se rend quand même compte que le Mali était véritablement sous occupation, non seulement des forces Barkhane françaises qui sont une force hybride, mais également de l'aménagement. C'est en m'intéressant à la composition des contingents qui faisaient partie justement de l'aménagement que je me suis rendu compte que pratiquement tous les pays occidentaux avaient été sur place. Mais la question qui m'était venue à l'esprit lorsque j'ai découvert cette fameuse liste, de savoir mais comment est-ce que jusque-là ils n'ont pas pu venir à bout des djihadistes, du terrorisme qui sévit de ce côté-là. Donc la décision, ma foi, ne me surprend pas. En termes de bilan, vous conviendrez avec moi que la MINUSMA n'a rien apporté au Mali de manière concrète, parce que c'est pas pour autant que c'est pas grâce à la MINUSMA que le Mali a retrouvé son unité territoriale. Ce n'est pas en réalité, c'est des forces d'occupation qui sont dans un rôle qui n'est pas officiellement déclaré, mais dont elles seules savent pourquoi est-ce qu'elles y sont. Et d'ailleurs, des opérations comme celles-là sont des bassins sont des opportunités pour les pays occidentaux de trouver du travail à leurs ressortissants. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Avant peut-être de revenir, notamment dans cette composition-là, de voir peut-être ce qui a pu avoir comme des dérives, pour un premier aspect, est-ce qu'on pourrait accorder du crédit au départ au Conseil de sécurité des Nations Unies quand on avait eu à mettre sur pied ces missions de stabilisation qui visaient notamment à pouvoir stabiliser, à dire que s'il y a justement de l'insécurité, soutenir en temps normal les forces républicaines pour garder la calmie et la paix. L'idée était quand même salutaire au départ. L'idée était sans doute salutaire, mais l'idée n'a pas été implémentée pour qu'elle apporte des résultats. Vous savez, partout où les missions des Nations Unies s'installent, il y a la première condition pour les armées des pays visés, c'est d'être sous embargo en matière d'armement. Comment est-ce que vous voulez combattre l'ennemi sans avoir des armes, et comment est-ce que vous pouvez être sous le coup, vous pouvez avoir sur votre tête comme une épée de Damoclès cette histoire des droits de l'homme, parce que en théâtre d'opération, on se retrouverait avec des rebelles qui commettent des exactions sur les populations civiles et même sur les membres, sur les forces armées nationales des pays concernés, mais l'armée républicaine n'a pas le droit de leur rendre coup par coup. Vous comprenez que c'est des missions généralement qui cachent autre chose, puisqu'on sait même déjà que depuis quelques années, on s'est rendu compte que ceux-là même qui revendiquent la mise en place de ces missions sont également ceux-là qui alimentent le terrorisme qui sévit dans nos États. La mission de stabilisation donc, de la MINUSMA, vous avez dit quelque chose qui peut-être nous autres n'avons pas pris la peine de pouvoir relever cela. Quand elle s'installe dans un pays, le pays est mis sous embargo militaire. Ouais. Vous nous expliquer? Oui, le pays est mis sous embargo. Vous le verrez avec la MINUSCO, la MINUSCA. Dès que ces missions-là s'installent, vous sous-traitez totalement vos questions de sécurité. Il vous est interdit d'importer les armes, d'avoir accès aux armes lourdes, à un certain type d'armes. Or, on ne combat pas, on ne mène pas une guerre avec des chasse-mouches. Vous comprenez donc que c'est des missions qui ont dit en elles-mêmes, dont le fonctionnement en elle-même est déjà assez ambigu. Parce que quand vous lisez les conventions qui lient, ou alors les décisions qui mettent en place ces missions, vous trouverez que les États hôtes qui sont supposés être protégés ne sont pas véritablement protégés, mais sont plutôt obligés de sous-traiter leur sécurité. Et il y a des pays comme le Mali qui certainement ont compris que toutes ces forces qui stationnaient sur son territoire, elles n'avaient pas de jouer aucun rôle en faveur de la souveraineté et du retour à l'intégrité territoriale du Mali.
Et à partir de là, même les populations civiles ont compris. On parlait tout à l'heure de ces organisations de la société civile qui ont fait preuve de beaucoup d'activisme pour exiger le départ des forces françaises et même de la MINUSMA de leur territoire. Et je crois qu'il faudrait que les Africains comprennent une chose de manière claire. Il y a des questions de souveraineté qu'on ne doit pas sous-traiter. La diplomatie et la sécurité. Il faudrait qu'on apprenne que nos dirigeants apprennent à prendre leurs responsabilités pour des questions aussi importantes que la sécurité et la diplomatie. Cette infantilisation dont ils font preuve depuis toujours nous met généralement dans des difficultés vis-à-vis justement de ces puissances extérieures. Quand vous avez en face de vous, par exemple, un empire français qui n'est pas une république, la France est un empire, sinon le franc CFA ne s'appellerait pas le franc des colonies françaises d'Afrique. Quand vous avez donc un empire français qui défend ses intérêts et à tous les prix, vous vous attendrez pas à ce qu'il ne vous attendez pas à ce qu'il vous tresse des couronnes. Attendez-vous plutôt à ce qu'ils vous mettent en difficulté. Vous continuez à bénéficier de votre naïveté ou alors tout au moins de continuer à vous terroriser pour tirer le meilleur de vos ressources naturelles et humaines. Donc, tant que nos dirigeants ne l'auront pas compris, nous allons continuer à vivre ce que nous vivons en Afrique avec ces missions des Nations Unies, ces forces françaises qui sont déployées ici et là. Voilà, par exemple au Gabon, il y a des bases militaires françaises au Gabon. Est-ce que le Gabon est un pays en crise? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on se rend compte que tout le matériel et tous les hommes qui étaient déployés dans le cadre de la mission Barkhane ont plutôt été reversés en Côte d'Ivoire. Et il y a même tout un port ivoirien qui est pratiquement devenu une base militaire française, le port de San Pedro, qui est pratiquement devenu une base militaire, ou même des navires de la marine française. Vous convenez donc avec moi que la question de fond, c'est pas ce que ces gens veulent pour nos États, c'est de mettre nos États en difficulté pour leur imposer leurs dictats et pouvoir continuer à tirer le meilleur de nos ressources naturelles. Je voudrais justement, parce que cette émission, en même temps, la thématique que nous sommes en train d'évoquer, a un peu l'air notamment d'une question d'éducation pour mieux comprendre, parce que tous les jours on apprend justement des événements qui se vivent dans la société, même si parfois on a l'impression qu'on a déjà suivi cela. Alors, une mission de stabilisation déclarée par le Conseil de sécurité des Nations Unies va dans un pays au moment où on constate que ce pays est sous la menace terroriste. Je crois bien que c'est ça. C'est comme si on disait, voilà notre apport que nous venons en soutien aux pays membres de l'ONU qui est en crise afin de permettre en sorte que la libre circulation des biens et des personnes soit possible. Seulement, quand cette mission vient, on vous impose une condition, on vous dit, vous faites selon nos règles avec que vous ne participez aucunement. Sauf qu'en retour, dans la participation claire, on n'a pas le sentiment, on a l'impression que cette mission de stabilisation agit justement pour défendre la partie républicaine. Elle fait plutôt une sorte d'ami-ami avec ce qu'on pourrait appeler les terroristes ou sinon les forces rebelles, quel qu'en soit le nom qu'on les donne. Oui, effectivement, il y a d'ailleurs, cela ressort clairement, généralement dans les résolutions du Conseil de sécurité, où lorsque les missions de stabilisation sont là, les pays d'accueil doivent totalement laisser leur sécurité sous-traitée par les forces des missions des Nations Unies, et ça pose problème. Et vous savez qui écrit, les Africains ne sont pas associés dans l'élaboration de ces textes, c'est des projets de résolution qui sont présentés généralement par un pays comme la France, en ce qui concerne l'Afrique francophone. Et c'est en fait de l'hypocrisie, parce que vous n'allez pas demander à la France de perdre ses intérêts en Afrique, mais maintenant pour garantir le meilleur pillage possible. La France, dans le cadre de ces missions, associe tout simplement d'autres pays. Parce que vous pensez que ces gens sont payés par quoi? Qui paye ces missions-là? C'est les ressources. Vous vous rappelez le fameux programme pétrole contre nourriture que le président Bush avait imposé à l'Irak. En fait, si la baguette de pain peut coûter 1000 francs et que un litre de pétrole peut coûter 1
ils peuvent estimer que la baguette de pain peut coûter 10 000 et 1 litre de pétrole 1 franc. C'est de l'injustice. C'est-à-dire que c'est des mécanismes mis en place simplement pour piller les ressources des pays déjà fragilisés par des questions de sécurité. Donc ce n'est pas l'ONU qui paye la facture. Tout au moins, ces pays qui participent à ces missions tirent leur licence de leurs ressources en endettant les pays d'accueil. Parce que c'est des ressources qui sont confisquées pour payer, pour l'entretien de ces missions. Pendant ce temps, vous voudriez que ces gens-là quittent rapidement le territoire du pays victime? Pas du tout. Parce que ça crée des emplois en Europe. Ça crée des emplois en Europe, ça donne du travail, non seulement aux militaires, mais également aux civils. Quand vous voyez une mission comme la MINUSMA ou la MINUSCO ou la MINUSCA, il n'y a pas que les militaires qui travaillent dans le cadre de ces missions. Il y a également des civils. Et ces civils sont pris en charge par qui? Vous pensez que ce n'est pas les Nations Unies? Et quand même les Nations Unies déclarent officiellement que le budget mis à la disposition de la mission s'étend, l'ONU prend cet argent-là où? Il y a le pays d'accueil qui contribue en grande partie, et c'est pour ça que vous voyez les pays comme la RCA, où stationnent des missions battantes comme celle-là depuis longtemps, dans des difficultés économiques, parce que toute son économie est prise en otage. Justement, c'est la même chose avec la République démocratique du Congo, c'est la même chose avec le Mali. Donc ce qu'on doit éviter même, ce que les Africains doivent désormais éviter, c'est justement la présence de ces missions de l'ONU sur leur territoire, quelle que soit la nature des conflits. Il faudrait donc que les dirigeants, ou alors si l'Union africaine était une organisation crédible, elle aurait dû justement mettre en place une force armée qui allait gérer ce type de conflit et non continuer à subir. Pourquoi est-ce que les Nations Unies n'envoient pas une mission de stabilisation en Ukraine? Peut-être pour vous relancer, vous avez évoqué quelque chose qui est assez important. Les missions, soit mission onusienne, MINUSMA, autres, ou encore peut-être celles qui pourraient appartenir à certains pays, viennent dans un territoire, dans un pays, contribuer à maintenir la paix, mais seulement ce ne sont pas les Nations Unies qui financent. Ce sont les pays d'accueil. Et ça me permet justement de pouvoir lancer. Il y a quelques temps, il y a justement un activiste du Niger, voilà, qui a souligné à l'ambassadeur de la France à la République du Niger, qui venait laver le nom de la France à pleine université. Et ce dernier est parti, il a quitté la salle et est parti, peut-être on aura l'occasion de pouvoir voir cette vidéo au cours de cette émission, si la dextérité paraît facile. En fait, il a parlé de près d'1 milliard de francs CFA qui est dépensé tous les mois et qui sort du contribuable nigérien afin de soutenir cette action militaire qui en réalité n'apporte rien, mais plutôt contribue davantage à endetter le pays. C'est quand même quelque chose qui est assez incroyable et inconcevable. C'est incroyable parce que vous savez, jusque-là, les masses critiques africaines n'avaient pas accès à l'information. Elle s'est laissée manipuler par les médias mainstream français, en général et britanniques bien entendu, même américains. Mais aujourd'hui, avec l'explosion de nouvelles technologies de l'information et de la communication, la donne est en train de changer. Je pense même que la mondialisation a cela de bien. C'est que les gens sont au courant de ce qui se passe en temps réel, quelle que soit la manière dont le rendu est fait. Mais il y a quand même l'information qui circule assez rapidement parce qu'en ce moment, nous sommes suivis dans les îles Galapagos ou bien aux États-Unis, mais nous émettons du Cameroun. C'est en une fraction de seconde que notre téléspectateur au bout du monde nous reçoit. C'est grâce justement à cette évolution. Donc, on a donc cette capacité, on a désormais ce privilège de pouvoir apprécier et même de remonter le temps pour apprécier certaines choses, certaines actualités et nous dire, ben, tiens, est-ce que c'est important pour nous ou c'est pas important pour nous. Le cas qu'on évoquait tantôt, c'est une énorme escroquerie. Parce qu'en fait, quand vous voyez la démocratie qui nous a été imposée, participe justement à nous maintenir dans cette dépendance systémique. Puisque
Lorsqu'un conflit, il y a des crises post-électorales. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont créé une crise post-électorale pour venir à bout du président Laurent Gbagbo et s'aller à la tête de l'État ivoirien, un affidé, donc Alassane Ouattara. Ouais. Et ça a marché. Maintenant, dans d'autres, ils peuvent également créer une rébellion. C'est-à-dire, comme c'est le cas avec au nord du Mali, où il y a des mouvements qui sont nés comme des champignons, mais qui sont financés par qui? Certainement par ceux-là qui profitent du pillage des ressources naturelles du Mali. Donc, la vraie équation à résoudre pour les Africains est d'abord une équation... les Africains ont besoin d'éducation. Et la France, même sur ce plan-là, l'Empire français a joué sa carte à fond en imposant aux pays africains, bien avant les indépendances, des accords de coopération, parmi lesquels l'accord de coopération en matière d'éducation, qui justement empêche les États africains francophones de pouvoir élaborer des programmes scolaires en adéquation avec leurs idéaux de développement et de souveraineté. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de développement. Avant de parler de développement, il faudrait toujours qu'on parle de la souveraineté. Est-ce que nous sommes formés pour pouvoir défendre nos idéaux de souveraineté? Je ne pense pas. Parce que quand on a lu Mamadou Ebineta est devenu grand, je pense que ce Mamadou Ebineta-là n'a pas le niveau d'accéder à l'université. Et on nous a formés ainsi. C'est-à-dire nous savons lire, nous savons écrire, nous savons bavarder, nous savons péronner. Mais dans le fond, nous ne pouvons pas nous projeter parce que nous n'avons pas de référentiels qui nous permettent de nous projeter. Lorsqu'on vous impose la lecture des philosophes français, est-ce que l'Afrique n'a jamais eu de philosophes? L'Afrique en a eu. Ah oui, l'Afrique en a eu. Il y en a qui sont encore vivants. Et il y en a qui sont encore vivants, d'autres sont en train de partir, mais c'est des grandes figures. Mais pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas à la jeunesse africaine l'héritage intellectuel de cela? Parce que justement, nos programmes scolaires, malgré tout l'habillage qu'on essaie de faire, nous sont imposés par la puissance néocoloniale, disons l'Empire français. Une fois qu'on se retrouve dans ce schéma-là, il devient assez difficile pour nous de pouvoir réfléchir avec les référentiels qui sont les nôtres, mais plutôt avec les référentiels qu'eux, ils nous imposent et qui nous empêchent justement d'extérioriser nos génies. Situation donc qui aujourd'hui porte sur l'attachement notamment du Mali et qui a donc vu le retrait des troupes, mais parmi justement ce retrait des troupes, je voudrais qu'on évoque un peu le cas des forces onusiennes qui appartiennent à la Côte d'Ivoire. Je préfère laisser un peu le temps des forces britanniques, puisque les Britanniques, ces forces ont toujours été quelque peu encerclés ou bien englués par la France, qui a toujours été comme la principale force de représentation. La Côte d'Ivoire avait près de 850 hommes de la MINUSMA reconnus officiellement qui étaient du côté du Mali. Aujourd'hui, est-ce qu'on devrait voir, parce qu'il y en a qui ont tenté de l'évoquer, on voudrait comprendre l'aspect au retrait justement de ces 850 soldats, une sorte de corrélation avec ce qu'on pourrait appeler la fameuse crise diplomatique entre Bamako et Abidjan au sujet des précédents 49 qui avaient été annoncés par le gouvernement ivoirien comme appartenant aux forces onusiennes et que les Nations Unies n'ont jamais reconnu officiellement. Oui, ça c'est l'un des facteurs qui peut justifier le départ du contingent ivoirien stationné au Mali dans le cadre du jugement de la MINUSMA. Et ça, c'est pas un élément, c'est pas le moindre élément. Vous savez, la Côte d'Ivoire a joué un rôle, voulait sous-traiter la prédation française au sein même de cette force de la MINUSMA, mais le mal leur en a pris avec l'interpellation des mercenaires, de ces mercenaires par le Mali, par les autorités maliennes et des mercenaires. Et la Côte d'Ivoire, en plus, a voulu se couvrir derrière la MINUSMA, mais malheureusement, la MINUSMA n'a pas cautionné sa démarche. Et aujourd'hui, je pense qu'après le départ des forces Barkhane, la Côte d'Ivoire se sent coupée, se sent fragilisée.
par rapport au départ que je peux considérer de son maître sur le terrain, et c'est pour la question de savoir qu'est-ce qu'elle continue donc à faire là-bas, qu'est-ce qu'elle continue à faire au sein des forces de la MINUSMA. Donc je pense que son retrait est simplement justifié par le fait que les autorités ivoiriennes ont été justement désillusionnées par l'arrestation des 46 mercenaires ivoiriens au Mali. Et naturellement, les Ivoiriens ne pouvaient pas continuer à stationner là-bas parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Ils étaient là pour des opérations de barbouzerie, de déstabilisation du Mali. Maintenant que le maître a décidé de se replier ou alors de quitter le sol malien, vous imaginez bien que la Côte d'Ivoire ne pouvait que lui rejoindre ces démarches et quitter également, puisqu'elle n'a plus rien à faire et surtout qu'elle n'a plus un maître sur le terrain. Allons donc voir maintenant avec le retrait qui est annoncé. Ceci demande le redéploiement forcément des forces maliennes sur le terrain. Il est clair que ces forces ont eu à engager depuis quelques temps des sortes de résultats sur le terrain, ce qui a d'ailleurs montré leur efficacité, même si à un moment donné elles avaient été quelque peu accusées d'avoir eu à procéder à des actes de violation et autres, mais il était forcément attendu qu'on ne leur donnerait pas carte blanche dans la mesure où il fallait à tout prix essayer d'apporter une certaine nuance. Le redéploiement, du moins aujourd'hui, des forces maliennes démontre à suffisance que celles-ci sont prêtes, quelle qu'en soit l'éventualité, de ne plus bénéficier d'un soutien extérieur. Vous savez, les autorités maliennes ont réussi un exploit en se libérant de l'influence française et surtout sur le plan militaire. C'est pour ça que vous voyez la France aboyer sur tous les toits contre Wagner, mais il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs et téléauditeurs que si les Français peuvent accuser les Russes d'avoir une force paramilitaire qu'ils appellent Wagner, les Français aussi en ont l'alerte qui s'appelle les légionnaires, tout comme les Américains ont également une force qu'on appelle le Blackwater. Et donc c'est une pratique courante dans ces pays-là qui permet à ces pays de surfer un peu sur le droit international pour pouvoir intervenir directement sur le terrain militaire, loin de leurs frontières. Donc il n'y a aucun reproche à faire aux Russes d'utiliser les mêmes méthodes. D'abord, les Russes appellent leurs forces de Wagner les musiciens de Wagner parce qu'ils jouent de la musique. En faisant la guerre, ils estiment qu'ils jouent de la musique. Vous voyez que le crépitement des balles, des armes... Et des obus, ils estiment que c'est de la musique. C'est vraiment leur esprit. Et ils ne font pas la guerre fort, ils jouent de la musique. Donc, vous comprenez donc que c'est... En fait, c'était un peu pour apporter un peu... Bon. Donc, en fait, aujourd'hui, il est établi que la présence des forces militaires russes, des conseils militaires russes et des équipements russes au sein, en appui à l'armée malienne, font de très bons résultats sur le terrain militaire de ce côté-là. Et c'est ce que les Occidentaux et les forces justement les pays membres de la MINUSMA redoutaient. Parce que c'était une espèce de chantage que la MINUSMA faisait auprès des autorités maliennes pour continuer à tirer. Parce que pendant que l'instabilité, l'insécurité règne, et ils n'ont aucun intérêt pour que l'insécurité cesse tout de suite, quoi. Parce que pendant ce temps, ils peuvent piller les ressources naturelles, ils peuvent même négocier de nouveaux contrats dans les zones libérées ou les zones en conflit pour leur transnationale. Donc, aujourd'hui, par contre, la Russie, quand les musiciens russes arrivent, ils veulent faire la guerre et ils font la guerre contre les rebelles, contre les djihadistes. Ça n'a rien à voir avec, ils ne sont pas amis des djihadistes, ils sont fidèles à celui qui les a amenés et ils travaillent pour lui. Ça révolte tout naturellement, ça change la donne au niveau des forces occidentales, mais c'est ça en fait, le Mali fait un choix souverain et le Mali l'assume et son partenaire russe l'accompagne tant au niveau des hommes, au niveau de la formation qu'au niveau des équipements. Voilà pourquoi aujourd'hui les Maliens n'ont pas peur. Et il y a un autre atout. Quand on regarde l'adhésion massive de la jeunesse malienne à ces opérations, il serait très facile pour les dirigeants maliens de monter des forces paramilitaires qui vont recruter des jeunes Maliens qui sont prêts à défendre et à mourir pour leur pays. Et ça,
lorsque vous voyez l'engouement des organisations de la société civile qui réclamant le départ des forces françaises et de l'aménagement de leur territoire, ce sont ces mêmes jeunes que vous voyez marcher du côté du Mali, peuvent également demander au gouvernement de leur donner les armes pour combattre contre l'ennemi. Ça, c'est une certitude parce que les Maliens sont en train de montrer l'exemple d'un peuple uni et soudé face à un défi qui l'interpelle. Et ça, il faut saluer ça. Il faut saluer cela parce que, imaginez un seul instant que le Mali, le dirigeant malien décide de recruter peut-être 50 000 jeunes. 50 000 jeunes aujourd'hui, je pense qu'il y aura plus de 50 000 qui voudraient prendre les armes pour combattre en faveur de la souveraineté de leur pays. Donc, les Occidentaux, les MINUSMA et autres là, sont conscients qu'ils n'ont plus rien à faire au Mali et préfèrent donc dégager pour aller s'installer ailleurs, dans la périphérie. Voilà donc ce qui nous permet également de pouvoir mettre un break à ce sujet. Le temps est sûr de la transition pour prendre la seconde thématique qui concerne le Burkina Faso. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Je tenais donc à ce qu'on se parle de façon franche, que vous compreniez ce qui se passe, là où nous sommes et vers où on pourrait aller. Et j'insiste, où on pourrait aller, parce que c'est une condition, ça dépendra de vous. Vous êtes les acteurs de la société burkinabé. Et je pense que l'avenir de ce pays-là est aussi entre vos mains. Donc, chacun à son niveau doit pouvoir faire un mea culpa et se demander qu'est-ce que j'apporte à cette patrie. C'est peut-être parce qu'aussi il n'y a pas eu de langage de vérité que les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Je parie que beaucoup de gens ignorent sérieusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso, en tout cas dans les grandes villes. Et la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? En tant que militaires, nous reconnaissons notre responsabilité. Mais qu'est-ce qui a mené l'armée à être comme ça? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce qu'elle a été politisée. Elle a quitté même son fondement. Il faut avoir le courage de se le dire. L'armée a été infiltrée. Et chacun agit en fonction donc de certains bords politiques. Nous observons depuis très longtemps. Nous combattons et nous observons. Et à un moment donné, on a eu espoir que ça va cesser, notamment avec les événements du 24. Mais ça n'a pas cessé. Et ça continue. Ces événements du 30 sont arrivés. Je vais vous dire ce soir où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous partons. Et chacun serait libre, à partir de cet instant, de son action future, soit pour la patrie ou contre la patrie. De toute façon, nous sommes tous dans ce pays et vous comprendrez avec la présentation que personne ne va pouvoir quitter. Déjà entre Bobo et Ouaga,
ça devient difficile. Quand la route sera coupée, que peut-être certaines personnes vont prendre conscience. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de prendre l'avion entre Bobo et Ouaga. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribué à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. La gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. On est sérieusement méchant entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Kongoussi-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassungou à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli, ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Rien. Qui en est responsable? Il faut que chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. J'ai fait l'Est. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirba, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirba pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirba. Qu'avons-nous fait? Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au haut commissaire quand j'étais là-bas,
pour que les gens fassent pardon pour faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Mais posons-nous les questions. Nous sommes responsables du malheur qui nous arrive. Si on ne change pas de manière d'être, ne croyez pas que nous allons être là encore, dans ces salles climatisées à nous regarder. Non. Non. D'autres ne peuvent pas être là à souffrir pendant que d'autres sont dans un luxe insultant. On a été prévenus. On n'a jamais voulu écouter. Toute cette bamboula que nous faisons dans les villes, tout peut cesser d'un jour au lendemain. Si on n'arrête pas ce que nous sommes en train de faire. Je sais que personne ne vous a déjà parlé comme ça, mais je vous le dis aujourd'hui franchement. Et chacun pourra choisir ce que nous voulons du Burkina. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas de langue de bois. Moi, je suis un militaire. Et je préfère vous dire la vérité. Chacun est libre de prendre ou de laisser. Tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde vit bien. On mange matin, on mange midi, on mange le soir. On fait ce que nous voulons faire. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. Mais allez-y les voir, les enfants qui ont la peau sur les os. Allez voir les vieillards qui meurent de faim. Allez voir ces femmes qui ne peuvent plus allaiter parce qu'elles n'ont plus rien dans le sein. Allez les voir. Ne faisons pas semblant. Si nos journalistes n'ont pas le courage d'aller sur le terrain et vous ramener ces genres d'images, parce qu'on veut laver l'image du Burkina, je vous dis que c'est faux, ça existe. Quand je vous parle des gens qui mangent l'herbe, celui qui veut contester, je l'amène demain à les voir. Ça continue, ça n'a même pas cessé. Parce qu'on a pu ravitailler certains villages, mais d'autres pas encore, on est toujours en route. Aucun civil ne peut daigner même soutenir aussi avec des camions pour qu'on puisse être solidaire vis-à-vis de ces populations-là. C'est quelle intégrité? C'est quoi l'intégrité? Burkina Faso, c'est quoi? C'est ça qui nous a révoltés. Et on est toujours révoltés. Tant qu'on ne va pas soigner les maux de ce pays-là, on sera toujours révoltés. Pour l'instant, on a pu, dans l'armée quand même, réaliser quelques camions et transporter les vivres avec nos propres moyens, bien qu'on a loué d'autres même ajoutés, vers des populations qui mouraient de faim. Et même dans cette location, j'ai vu qu'il n'y a aucune pitié. Des citoyens savaient que c'est pour aller là-bas, mais ils sont restés sur leurs tarifs. C'est pour dire que la solidarité a disparu au Burkina. Et pitié des gens, et pitié de la jeunesse, et pitié des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces villageois-là pour que quand le soleil tombe, eux ils se retrouvent dans les grottes, dans les arbres, ils quittent le village. Et le matin ils se pointent, ils regardent pour voir si tout va bien avant de revenir. Ils dorment dans la brousse, ils ne peuvent pas dormir chez eux. On ne vous dit pas ces vérités, c'est la réalité du Burkina comme ça. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon ou c'est du mauvais, ça dépendra de nos comportements dans le futur. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste, j'ai foi. Et Inch'Allah, on va y arriver. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Je pense que le Burkina Faso, du moins les organisations de société civile, en demandant au capitaine Ibrahim Traoré d'être le président de la transition, chef de l'État, force des armées, avec tous les grades et les dispositions qui vont avec, il n'avait pas tort. Parce que, bien que tant journaliste, quand vous voyez un homme comme celui-là qui parvient à s'asseoir pour parler des réalités de son pays, discuter avec les populations, ce que bon nombre de chefs d'État ne font pas souvent
parce qu'il y a à redorer l'image du pays, on comprend à quel type d'homme est-ce qu'on a affaire. Est-ce que c'est un Thomas Sankara qui se serait révélé en lui, comme les Burkinabés ont vu un sankarisme en lui? Autant de questions qui se posent, mais toujours est-il que, qu'on soit au Burkina Faso, ou du moins en dehors du Burkina Faso, on est tous touchés et concernés par ce type de discours. Et il faudrait se dire la vérité, dans tous nos pays africains, cette situation se vit, mais elle n'est pas toujours présentée aux yeux des médias. Aucun pays ne pourra en dire le contraire. Il faudra avoir un courage assez énorme de s'adresser aux populations comme il a eu à le faire. Heureusement, l'a-t-il souligné, il n'est pas un homme politique, il est un militaire et en tant que militaire, il a fait la différence comparativement à d'autres militaires qui sont embourbés dans l'aspect politique. Depuis, il y a de l'émotion avant toutefois de parler de la réalité concrète, mais après avoir suivi un discours pareil comme celui du capitaine Ibrahim Traoré, le président burkinabé, il y a lieu clairement de baisser la tête, de faire cette introspection, de s'interroger profondément en se posant la question, quelle est notre contribution à faire en sorte que notre pays, ou bien nos pays, nos nations se portent bien. Il a posé toute la problématique, il a interpellé le peuple burkinabé face à ses responsabilités. Je pense que ce discours, c'est un discours historique qui rappelle qu'aujourd'hui, le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère avec quelqu'un à sa tête qui sait exactement qu'est-ce qu'il faut au Burkina Faso et qu'est-ce que le Burkinabé lui-même devrait faire pour son pays pour que les choses changent. Et quelle est la responsabilité également du Burkinabé par rapport à la situation qui prévaut. Parce que quand vous parlez des enfants qui ont à peine, ça m'a fait très mal, qui ont la peau sur les os, et des mamans qui n'arrivent plus à donner le lait à leurs enfants parce qu'elles-mêmes n'en produisent plus, et des vieillards des gens qui sont obligés d'aller dormir dans la forêt, de craindre de se faire massacrer dans la nuit dans leur maison. Vous comprenez que c'est un monsieur qui s'inspire d'une bonne connaissance du terrain et qui certainement il va capitaliser durant sa magistrature suprême. Maintenant, il revient au peuple. C'est vrai, les organisations de la société civile l'ont adoubé. Et maintenant, il revient à tout le peuple du Burkina Faso de s'approprier sa démarche et surtout de l'accompagner. Parce que, je le disais, le Burkina est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Et je crois que c'est un peu le sankarisme en fait qui inspire ce jeune homme. Il est jeune parce qu'il est jeune. Il a 34 ans, c'est un jeune homme. C'est le sankarisme qui est en train de l'inspirer. C'est pour ça que j'aime souvent parler des références endogènes. Est-ce que vous savez que si Sankara n'aurait pas vécu au Burkina Faso, ce monsieur ne tiendrait pas ce genre de discours? Vous savez ça? Parce qu'au Cameroun, on ne peut pas. Les Oumniobé ont été massacrés et tous les autres là. Et puis on les a présentés comme des maquisards. Donc il y a une grande partie de la jeunesse africaine, camerounaise, qui pense que au-delà du noble combat que ces nationalistes ont mené en faveur de la souveraineté du Cameroun, ils ne sont que des vulgaires maquisards, tels que l'histoire écrite par l'Empire français restitue leur mémoire. Or là, Thomas Sankara n'est pas jusqu'à là est présenté comme un héros. Voilà, un héros. Et ce jeune capitaine s'inspire. Quand vous voyez son attitude, le calme qu'il tient, et vous voyez comment j'ai vu des gens baisser la tête quand il prononçait certains mots qui font mal, et il a bien fait de rappeler qu'il n'est pas un homme politique. C'est-à-dire, il dit des choses, il est un militaire, il n'a pas besoin de faire dans la langue de bois. Et ça, c'est la réalité. Si c'était un homme politique, elle allait justifier tout ceci en cherchant des boucs émissaires pour se donner, pour se faire une certaine virginité et dégager sa responsabilité personnelle. Mais là, il leur rappelle que c'est une question de vie ou de mort. Que chacun fasse son introspection et que chacun prenne la décision pour que demain ce soit ça, que demain ce soit un nouveau jour demain, ou alors qu'on reste dans la même situation. Je pense simplement que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mener une grosse révolution. Une grosse révolution qui interpelle chaque fils et chaque fille du Burkina Faso et qui désormais devrait non pas vivre l'illusion, mais
ou en fantasme de revivre la réalité qui est celle du Burkina. Il a rappelé qu'on accuse le Burkina Faso, on estime que le Burkina Faso est un pays pauvre. Le Burkina Faso n'est pas un pays pauvre. Mais le Burkina Faso est sous-développé pourtant. Mais pourquoi est-ce qu'il est sous-développé? Parce qu'il y a des problèmes de gouvernance publique. Et l'individualisme s'est installé au sein de la société, où il a bien parlé de ceux qui dorment dans les climatiseurs, qui roulent dans les grosses voitures, qui mangent ce qu'ils veulent à longueur. Pendant ce temps, il y en a qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas. Et c'est justement ces conditions-là qui poussent donc les rebelles à recruter au sein de ces populations défavorisées. Parce qu'un enfant qui a faim, vous lui ramenez une Kalachnikov de 2 millions de francs, vous lui dites, ben écoute, au moins ça va te permettre de trouver de quoi manger en tuant n'importe qui, même en arrachant les chèvres de qui que ce soit. Il prendra cette Kalachnikov et il deviendra donc un rebelle. C'est-à-dire un rebelle sans véritable épaisseur idéologique, mais un rebelle de circonstances parce que il a faim. Il ne croit même pas à son combat, il ne mène aucun combat. Le seul combat qu'il mène, c'est un combat de survie pour manger, pour vivre. Et c'est comme ça que les Africains eux-mêmes fabriquent les rebelles. Parce qu'ils se sont mis tous sous la coupe réglée de l'Empire français. C'est-à-dire le fait de se laisser corrompre par les transnationales françaises qui exploitent sans contrepartie nos ressources nous pousse à créer des pôles de sous-développement au sein de nos propres pays. Puisque les ressources qui sont volées, sans contrepartie pour les populations, mais juste avec des rétrocommissions pour nos dirigeants, ce sont ces ressources-là, c'est l'absence de cette redistribution des ressources qui, justement, entretient la pauvreté au sein de nos populations. Vous imaginez parler d'une route qui date de plus de 50 ans, des années 50, où il n'y a même pas de pont. Et pourtant, c'est un bassin de production des tomates et autres agrumes. Pendant qu'on a besoin de ces agrumes-là, même dans les pays voisins, ça pourrit dans ces villages. Vous imaginez à ce temps que si ces cultivateurs-là, ces paysans-là pouvaient avoir des débouchés pour leurs produits, leurs enfants ne deviendraient pas facilement des rebelles, ne prendraient pas des armes pour créer des califats et autres. Donc nous sommes responsables de ce qui nous arrive, parce que nous ne voulons pas prendre nos responsabilités. Dans la mesure où on se laisse marcher dessus pour faire plaisir aux intérêts de la puissance néocolonialiste qui est autre que l'Empire français. Et depuis un moment donné, quand même, on avait se dit que cette France-là, elle porte trop le chapeau du monde de toutes les actions que les dirigeants africains commettent. Parce que le cas que pose le capitaine Ibrahim Traoré tout à l'heure, pour ceux qui peut-être viennent de ceux qu'on a été sur For You Media Africa, le capitaine Ibrahim Traoré, il y a presque 5 jours de là, en début de semaine, il a eu à prononcer notamment un discours qui portait sur la responsabilité de tous les acteurs de la société civile et même de la classe politique burkinabé, ce qui concerne le terrorisme. Et quand il le dit, on ne voit pas que le Burkina Faso. C'est vrai, il est président du Burkina Faso, en posant le problème du Burkina Faso. Mais c'est un problème, je le disais, de l'Afrique. Quand vous regardez même aussi le Cameroun, on a connu des Mousgoum et puis des Arabes Choua qui se sont déchirés à la partie nord du Cameroun récemment pour des cas qui peuvent être similaires. Et puis dans d'autres pays également qui sont soit en bordure du désert ou bien du Sahel, il y a beaucoup de situations qui se vivent. Je parie même que même ce qui se passe à l'est de la RDC, avec notamment le Rwanda, ça va pratiquement dans le même sens. Ce n'est pas un discours qui concerne le Burkina. Et ensuite, pourquoi doit-on tout le temps quand même cette France-là, il est vrai qu'elle a fait là une grande partie, mais pourquoi les dirigeants doivent-ils se cacher pour pouvoir porter le chapeau à la France, alors qu'eux-mêmes, ils sont la propre raison. Parce que quand il dit, on a tout politisé jusqu'à l'armée, c'est un fait qu'aujourd'hui, même l'armée est devenue politisée. L'armée n'agit plus dans son cadre pratiquement de pouvoir faire asseoir, rétablir l'ordre, mais c'est parce qu'on a des pans où on est soit acheté par des hauts commandements, de l'armée. Il y a quand même tout un flou total qui Oui, il y a un flou total, mais un flou total qui trouve sa base. C'est pour ça qu'il revient toujours sur le système éducatif mis en place et sur les référents. La question des référents est au centre du devenir d'un peuple donné. Pourquoi vous pensez que aujourd'hui, ces jeunes capitaines, les jeunes capitaines, parce que dans mon pays, le Cameroun, les jeunes de son âge misent encore sur les courses de chevaux et les paris sportifs. Mais lui, il a pris sur lui de prendre il a pris ses responsabilités pour conduire son pays vers de nouveaux horizons. Donc, le problème des références, c'est quoi?
C'est les réformes qui suscitent les vocations. Thomas Sankara a suscité des vocations d'abord au Burkina Faso et ailleurs. Au Cameroun, on a des gens qui ont été assassinés depuis la colonisation allemande. Martin Paul Samba, le roi Bel, Douala Mangabel, voilà des gens qui peuvent susciter des vocations. Mais est-ce que leur histoire est restituée? Pas du tout. Plus proche de nous, pendant les guerres nationalistes, on a les Oumniobel, les Félix Roland Moumier et autres, les Osenda Fana, qui, je vous rappelle, était le premier diplômé en sciences économiques de l'Afrique au sud du Sahara. Nous sommes dans les années 57. Il était déjà docteur d'État en sciences économiques. Et à son temps, il parlait même déjà d'une monnaie africaine qu'il avait baptisée Afrique. Afrique avec K à la fin. Mais il a été assassiné, décapité. Pourquoi? Parce que la France avait horreur de ces intellectuels qui pensaient l'intérêt de l'Afrique et préféraient traiter avec des fantoches qui continuaient à pérenniser son système. Vous voyez, si aujourd'hui on pouvait enseigner la biographie de l'un de nos héros, le Cameroun en a connu, a eu beaucoup d'héros, même tous les pays africains en ont eu pendant la colonisation, et la plupart des pays africains, excepté quelques-uns, il y a beaucoup qui sont opposés à la pénétration, à la colonisation française. Mais leur mémoire a été tout simplement diluée. Pour qu'un peuple puisse s'émanciper, il a besoin d'avoir des référents endogènes. Et c'est ce qui se passe au Burkina Faso. Ce jeune capitaine se reconnaît à travers le discours, l'héritage idéologique de Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous avons à la tête de nos États, comme tu disais tantôt, ils ont une responsabilité. Moi, je sais qu'ils ont une responsabilité parce qu'ils n'ont pas, ils n'adossent pas leur idéologie sur des référents endogènes. Il y en a qui te parlent même de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte, plus que des Africains. Moi, je voudrais que les Africains parlent même des gens comme Chaka Zulu. Oui, oui. Parce que là, nous restons en Afrique. Mais quand vous parlez de quelqu'un comme Napoléon Bonaparte, et vous le citez en référent dans un discours en nous faisant, en tenant un long discours dans lequel vous le... On voudrait démontrer qu'on est philosophe, on est dans l'air du temps. Voilà. Or, c'est souvent cela qui nous a butés et qui nous aliène et qui nous empêche d'exposer nos génies parce qu'on utilise des référents qui sont contre-productifs. Voyez-vous? Donc, maintenant, c'est aussi la conséquence du système éducatif qui est en vigueur chez nous, qui impose à notre élite de se référer davantage à ce qui vient de l'extérieur qu'à ce qui vient de l'intérieur, parce qu'on ne leur a même pas enseigné quoi que ce soit sur les référents endogènes. Si tu demandes, je vous rappelle qu'il n'y a jamais eu une thèse de doctorat sur Oumniobé, par exemple. C'est même possible d'en avoir. Parce je voulais vous dire que peut-être même si vous tentiez d'en avoir, aucune ça ne passera pas. On n'acceptera pas. Ça ne passera pas. Ils vont, ton professeur d'université ici, là, ou alors les membres du jury vont barrer, vont demander de changer, de parler plutôt de Gaulle. Vous voyez? C'est un gros problème. C'est un gros problème. Au lieu que je parle de Oumniobé, vous me demandez de parler de Gaulle. De Gaulle, je suis français. Moi, je suis camerounais et je pense que le combat de Oumniobé était un combat juste, national, juste en faveur de mon pays, de la nationalité de mon pays. Vous allez me demander de parler du général Leclerc, de Gaulle, je ne sais très bien de qui. Donc, on a ce problème. Et c'est notre élite est donc à l'image, justement, de toutes ces connaissances comment je peux appeler ça, contre-productives, qui l'ont marqué pendant son parcours académique. Et nous en sommes là. Lorsque ce jeune capitaine tient ce genre de langage, moi je retiens une seule chose. Il ne se réfère qu'à Thomas Sankara. Et peut-être même à ceux qui ont construit l'empire dont faisait partie le Burkina Faso il y a plusieurs siècles. Et je suis certain que c'est quelqu'un qui a de très bonnes connaissances en histoire et en anthropologie. Ça, c'est une certitude. Or, ici, nous allons des discoureurs, des gens qui peuvent péronner là pendant 4 heures de temps, mais en réalité racontent des conneries qu'on lui a forcées dans la tête et qui ne servent strictement à rien.
ni à l'émancipation de notre continent, ni au développement de nos pays. C'est dommage. Revenons tout à fait sur ce discours pour tenter clairement de pouvoir le comprendre. Est-ce que quand on a donc eu à prononcer un discours comme celui-là vis-à-vis des personnes, parce qu'il a dit au départ, l'un des premiers mots qu'il a souligné, j'ai dit là où on pourrait aller. Parce que tout dépend de vous, vous êtes des acteurs. Ce qui vous dit par là, il a dit l'armée a sa part de responsabilité parce qu'elle a quitté les fondements, elle est politisée. Mais de manière très claire, tout vient justement de la classe politique et de la société civile. Ce qui t'a dit, je prends le cas, nous sommes en Afrique et pratiquement que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, nous sommes dans une période des élections présidentielles qui se pointent à l'aune et on sait justement dans ce cas que les hommes politiques ont tendance à se frayer des sortes de connexions et parfois avec l'extérieur pour tenter de pouvoir préserver soit une certaine position ou bien traiter dans des sortes de deals afin qu'on puisse bénéficier de tel ou tel. Est-ce que ce message en réalité ne les concerne pas tout autant? Parce que quand il a eu à dire, vous pensez que le terrorisme c'est quoi? On a toujours pensé que la bonne version du terrorisme c'est qu'on envoie des mercenaires d'autre part, alors que dans la manière de pouvoir manager, gérer, encadrer les vôtres, vous êtes déjà en train de créer un climat de tension. Vous êtes déjà en train de façonner des terroristes qui, il faudrait seulement que une autre partie qui verrait cela d'un mauvais sens actionne avec le concours d'une puissance extérieure et puis qui est embrasement. Est-ce que on n'est pas là en même temps aussi de pouvoir faire un clin d'œil ou un appel, du moins une invite à véritablement à ces hommes politiques-là qui ont cette tendance-là à traiter avec l'extérieur dans le sens de pouvoir soit assurer la pérennité, la pérennisation des choses, ou bien en train de vouloir se refaire une nouvelle carte dans les relations? Oui, ça c'est une question très intéressante. Mais je pense que les hommes politiques, la politique devrait s'adosser sur l'idéologie. L'adhésion des masses critiques par rapport à un projet de société devrait plutôt être justifiée, sinon motivée, par l'épaisseur idéologique de celui qui porte le projet de société. Malheureusement, nous sommes encore dans un environnement où la tribu, l'identité ou l'attribut ou alors l'appartenance à un groupe sociologique donné peut motiver à un pourcentage assez élevé l'adhésion de la masse des individus en faveur du soutien d'un acteur donné. Ça, nous le vivons au Cameroun, nous le vivons un peu partout en Afrique francophone. Parce que les gens n'arrivent pas à construire un leadership fédérateur. Les politiciens en Afrique francophone n'arrivent pas à construire un leadership fédérateur parce que tous, au lieu d'être au service de leur peuple, veulent plutôt être au service de la puissante néocolonialiste qui n'est autre que l'Empire français. Et c'est pour ça que vous faites bien de leur rappeler, ils ne veulent pas faire plaisir à leur peuple, ils veulent faire plaisir au maître qui est la puissance impérialiste française. Et ça cause beaucoup de problèmes, que ce soit pour ceux qui sont en quête du pouvoir ou alors pour ceux qui sont au pouvoir. On a des cas où ceux qui sont au pouvoir sont obligés de donner des gages à la puissance, à l'Empire français pour leur maintien, et ceux qui sont en quête du pouvoir sont obligés de réviser l'offre des gages déjà existants et même d'améliorer cette offre pour avoir le soutien justement. Donc c'est un jeu extrêmement malsain qui rappelle l'ingérence étrangère extrêmement intérieuriste de la France dans les affaires intérieures de l'Afrique francophone. Et c'est l'une des clés de compréhension de la misère qui règne chez nous, parce que nos dirigeants ne s'estiment pas devoir leur position politique au peuple, mais davantage au soutien, en contrepartie du soutien qu'ils apportent à la puissance, à l'Empire français pour leur maintien au pouvoir, ou alors pour leur adhésion, ou alors pour leur accession au pouvoir. Quand vous prenez le cas
On parlait lors de la première thématique du problème de la Côte d'Ivoire où vous pensez que Ouattara est libre de dire n'importe quoi à la France? C'est pas possible. Il doit tout à la France qui, par un tour de passe-passe, une rébellion et tout ce que cela a été, a pu accéder à la tête de la Côte d'Ivoire avec la complicité de cette fameuse communauté internationale sur le dos même de la démocratie. C'était un coup d'État, c'était une rébellion armée qui l'a installé au pouvoir avec le soutien direct et constant, non seulement de l'ONU, mais également de l'Empire français. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour changer la donne? Je pense que le jeune président burkinabé devrait mettre en place toute une stratégie en faveur de l'éducation des masses critiques. Et cette stratégie peut reposer sur une seule chose, le rappel à la mémoire collective de l'œuvre des grands disparus burkinabés. Parce que ça va créer un sentiment de nation, cela va permettre aux Burkinabés de devenir beaucoup plus nationalistes et de penser exclusivement Burkina Faso. C'est ce qui nous manque ici, en Afrique, dans d'autres pays de l'Afrique francophone. Tout se joue, comme je disais, tout se joue sur l'épaisseur idéologique des acteurs qui entrent en scène. Mais généralement, comme ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Si je demande au Cameroun, si je demande à un acteur politique camerounais là, que voilà la présidentielle, c'est en 2025, quelle est ta position vis-à-vis des accords de coopération franco-camerounais qui datent avant l'indépendance, il ne te donnera jamais une réponse claire et digeste. Parce qu'il a peur de faire, il a peur de dire des choses contre les intérêts de la France. Oui, aucun ne le fera. Parce que j'ai eu l'occasion de poser des questions à plusieurs. Et chaque fois, ils se sont mis à surfer. Vous savez, j'ai compris que tant qu'on a une élite politique comme celle-là, il est difficile pour des pays de l'Afrique francophone comme le Cameroun de pouvoir s'épanouir librement et de voir les peuples jouir du fruit des richesses qui sont les leurs. Parce que tous sont en fait des vendeurs aux enchères. Ils sont prêts à vendre le pays pour leur épanouissement, accomplissement personnel. Donc, au Burkina Faso, lorsqu'on tient le chef d'État tient ce genre de discours face à la société civile et aux acteurs politiques, ça nous donne envie de devenir burkinabé, je ne vous cache pas. Parce que là, vous voyez quelqu'un qui... C'est une manière même d'associer ces acteurs-là dans la gestion du pouvoir. Il leur dit, ben voilà vos responsabilités, prenons chacun de nous, que chacun prenne ses responsabilités pour savoir que demain, on ne dise pas que c'est tel ou tel, mais que ce soit une affaire de nous tous. Et il a même dit quelque chose, que s'il y en a qui veulent bien aller visiter ces zones-là, ces zones sinistrées, il est prêt à les accompagner. Hein. Sur le terrain, peut-être que vous avez suivi ça. Il est prêt à les accompagner. Vous voyez jusqu'où il en arrive. Donc, si moi j'étais burkinabé, j'allais saisir l'opportunité. Si je ne connais pas, si je n'étais pas au courant, j'allais saisir l'opportunité pour le relancer après la réunion et dire que, bon, écoutez, Excellence, faites-nous de visiter les coins sinistrés pour qu'on se fasse une idée. Parce que ça, un journaliste a besoin de ça pour faire un rendu et à partir des faits. Et là, c'est important. Bon, j'espère que les confrères burkinabés ont rebondi dessus. Vous avez évoqué tout à l'heure l'attitude justement des dirigeants africains. Est-ce que la sortie du capitaine Ibrahim Traoré devrait également en être une certaine source d'inspiration dans la mesure où il faudrait faire un peu comme une sorte de livre ouvert vis-à-vis des chefs d'État dans leur manière notamment de pouvoir gérer. Il y a d'abord un aspect qu'il faudrait saluer, qui est très important, qu'on a pu observer du côté de l'Afrique de l'Ouest, peut-être pas tous les pays le font. Chaque semaine, bien toutes les 2 semaines, on tient ce qu'on appelle une réunion de conseil des ministres. C'est-à-dire entre le président et les membres du gouvernement, et puis on tente de rendre compte concrètement pour amener une forme de gestion. Et puis, lorsqu'on vient encore, on parvient à tenir ce genre de discours. Peut-être faudrait-il être, je ne vais pas dire militaire, mais il fallait être le capitaine Ibrahim Traoré pour tenir cela, parce que tous les militaires ne le font pas bien. Soit il faut être le capitaine Ibrahim Traoré, soit il faut être un colonel Assimi Goïta pour parler de cette manière comme ça aux gens, parce qu'on connaît des hommes militaires qui sont devenus des hommes politiques corrompus, qui ne peuvent plus
pour parler clairement, parce qu'ils se sentent tenus quelque part, à un moment donné, qu'ils vont devoir souligner quelque chose, leur derrière va avoir du feu qui est en train de... Est-ce que l'inspiration également, si vraiment on pouvait en être inspiré, cela ne viendrait pas dans ce sens-là pour réellement amener les chefs d'État à être ces personnes qui, bien qu'étant au pain fond de la situation de leur pays, mais présentent clairement, sans langue de bois, comme le capitaine Traoré l'a souligné tout à l'heure, la réelle situation de leur pays a changé de paradigme. Oui, je crois déjà que le capitaine Ibrahim Traoré a dit un atout, c'est sa jeunesse et sa connaissance du terrain comme militaire. Parce qu'il vous dit qu'il a marché à pied dans une zone du Sahel, c'est passé au nord ou bien à l'est ou à l'ouest du Burkina Faso. Ça signifie que c'est un homme qui a vécu des choses dont il parle. Il n'a pas reçu les rapports de ce il a dit qu'il a vécu à Dibo, l'une des zones qui étaient les plus chrysogènes de ce côté, où pratiquement il était difficile, impossible de pouvoir y aller. C'était d'ailleurs la première des zones où on était parti avec 400 000 tonnes justement de vivres. Et je pense que les théoristes soulignent en ce temps-là que si l'armée parvient justement à franchir le palier, et comprenons clairement que cette armée a de l'épaisseur et qu'elle ferait justement une sorte de stop, sachant que l'armée est au-dessus. Voilà. Donc vous comprenez donc que c'est un opérationnel qui parle et qui en fait fait le résumé de la situation réelle que traverse le Burkina Faso, son pays, et invite donc les autres acteurs à se joindre à lui ou au premier point à prendre leurs responsabilités pour essayer, pour se mettre ensemble afin d'améliorer les conditions de vie du peuple burkinabé. Quand il vous parle d'une route qui date de 1950, ça signifie que c'est une région abandonnée. Mais certainement, dans cette région, avant la crise, il y avait certainement des députés, des maires élus, et tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait pour améliorer le quotidien de ces populations-là? Certainement, ils n'ont rien fait. Ils avaient des budgets, ils mangeaient les budgets pour rouler dans les grosses voitures, s'offrir 10 repas par jour. Voyez-vous? Donc, le cas du Burkina Faso, c'est le cas de tous les pays de l'espace francophone. Avec la seule différence que le Burkina Faso a aujourd'hui la chance d'avoir à sa tête un jeune chef d'État qui a la maîtrise, qui connaît bien le terrain et qui maîtrise la situation réelle que le peuple burkinabé vit au quotidien. Ce n'est pas forcément le cas avec les autres pays où on a des chefs d'État qui peut-être vont sur le terrain en période de campagne, mais c'est limite à un certain niveau. Lui, il a été sur le terrain. Et c'est sûr que ce qu'il a vécu sur le terrain va fondamentalement impacter sa magistrature à la tête de l'État du Burkina Faso. Quel que soit le cas, il va poser des bases d'un nouveau Burkina Faso. Ça, c'est certain. Parce c'est une sonnette d'alarme qui tire en direction des autres acteurs politiques et de la société civile pour leur dire, ben voilà notre pays, il faut le construire. Il faut changer de paradigme. Voilà ce que les autres vivent dans les campagnes. Pendant que nous, dans les villes, nous ne nous en rendons même pas compte. Mettons-nous ensemble et travaillons. Au Cameroun, disons dans les autres pays africains, francophones, c'est pas du tout ça. Les gens se la jouent en solo. Se la jouent en solo parce qu'ils veulent... ils recherchent leur accomplissement personnel. Pour le reste, là, ça ne les intéresse pas. Et vous n'allez pas dire... personne ne peut, avant les attaques terroristes, il y avait quand même des élus dans ces zones sinistrées. Mais est-ce que ces élus faisaient leur travail? Tout ce qui dit qu'il avait eu d'ailleurs adressé un rapport du temps où il était là-bas. Voilà. Ce rapport Une suite. Et certainement, le message a eu son impact sur la sortie de l'émission ce jour 19 novembre 2022, après donc la sortie du président de la transition et des organisations de la société civile burkinabé
OSC en abrégé, qui sont donc donnés pour tâche de créer la coalition Burkina Rempart, qui voit donc le jour depuis pratiquement 8 heures, heure de temps universel, justement du côté de Ouagadougou, afin de pouvoir créer cette coalition-là en soutien donc au MPSR2, qui est notamment cette nouvelle équipe de l'armée après l'échec notamment de la première menée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. On tentera de comprendre certainement ça au cours d'une autre thématique avec nos amis burkinabés qui se sont donc relayés de ce côté, prendre part à ce lancement et malheureusement n'ont pas pu répondre présent donc signalé juste en début de cette émission. Et pour sortir, le capitaine Ibrahim Traoré lors du récent conseil de ministres fait savoir qu'il va garder son salaire de capitaine, donc d'officier. Il ne prendra pas de salaire en tant que chef de l'État. C'est sa façon à lui de pouvoir contribuer à l'effort afin de soutenir donc ces zones qui sont en crise et en proie à l'insécurité et aux besoins justement humanitaires. Pour le mois de novembre, c'est le mois de décembre, les ministres de la République devront débourser 50% de leur salaire à eux afin de pouvoir également soutenir. Merci DP pour votre participation et les éclairages. Je crois savoir que toute personne qui aura ensemble vécu cette émission avec nous a pu capter quelque chose et puis cela va permettre aux Africains davantage de pouvoir se réveiller et prendre en main la situation de nos États. Oui, merci aussi Florent, merci à nos téléspectateurs et les auditeurs, et c'est également mon souhait de voir de ceci, de retenir quelque chose de toutes ces analyses que nous plaisons à faire dans le cadre de ce programme. Je crois surtout que notre travail est un travail d'éducation de masse, de sensibilisation et d'information, et nous essayons d'être à la hauteur parce que demain, c'est toujours l'Afrique qui restera et c'est l'Afrique que nous honorons. Dans le cadre de ce programme, c'est vrai, on peut avoir des divergences avec des approches naturellement, on ne peut pas faire l'unanimité, mais en ce qui nous concerne, nous essayons de donner le meilleur de nous pour allier un maximum des fils de ce continent à lutter en faveur de la souveraineté de notre continent et surtout du progrès, de la prospérité de la terre africaine qui, comme vous le savez, est tout de même le berceau de l'humanité, mais qui reste à la traîne à cause justement de certaines influences antagonistes aux idéaux de développement qui devraient être celles des Africains. Je voudrais aussi dire merci, encourager ceux qui voudraient bien se rendre du côté de Makepa à Douala, au Germain Center, à cette conférence qui a démarré à 1 heure de temps et qui a pour cible les étudiants désireux de s'inscrire dans les universités russes et pourquoi pas également des hommes d'affaires qui éventuellement seraient intéressés par des opportunités de contrat avec des entreprises russes. Merci. Voilà, merci également à vous, merci à la réalisation qui porte la signature de cher Abolo, Patrick de King. Voilà, je crois que j'ai bien réussi à pouvoir prononcer cela. Il entraînerait du côté de la réalisation. Voilà, merci cher monsieur de nous avoir permis de pouvoir avoir cette émission également là, retransmettre sur toutes les plateformes télévisuelles et autres de For You Media Africa. Ne manquez pas le rendez-vous lorsqu'il sera 16h GMT avec le grand rendez-vous du débat panafricain. Ce sera donc avec l'international qui aura donc lieu. Politoscope, c'est demain plutôt. Lorsqu'il sera 14h GMT sur les antennes de For You Media Africa. Bon week-end à vous, bon samedi. Le monde bouge d'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.